Plaisir de travailler avec Popmood depuis maintenant un petit peu plus d'un an. On s'est rencontrés et assez vite nous avons matché dans notre approche et dans nos souhaits nos souhaits de développement pour accompagner les collaborateurs en entreprise au service des collaborateurs. Donc voilà, on intervient mutuellement les uns pour les autres, donc avec Clara et avec Johan qui ont organisé ce webinaire. Donc merci à eux. Donc là aujourd'hui, le sujet qu'ils ont souhaité mettre en avant, c'est la médiation. Médiation, à la fois ce mot que tout le monde connaît et à la fois dont on ne connaît pas réellement le contenu. On connaît peut-être un peu plus la médiation familiale, la médiation de voisinage, la médiation dans les transports en commun, musée également. Maintenant, en entreprise, c'est moins connu. Et vous allez voir qu'il y a un lien quand même avec Popmood assez fort. Pourquoi? Parce que ça fait partie des apports en termes d'outils, parmi d'autres, qui peuvent essayer d'accompagner les sujets en entreprise, des sujets qui sont liés à la relation humaine. Et clairement, je ne vous apprends rien. La relation humaine fait partie de la grande majorité des problèmes en entreprise. Et même si on peut trouver un point juridique, un point sur des objectifs de variables, sur des fiches de poste, etc., en général, c'est la phase émergée de l'iceberg et vous avez un sujet relationnel qui est en dessous. Donc, la médiation en entreprise, je l'exerce depuis 2 ans. J'ai monté une structure qui s'appelle Aritz Médiation. Donc, Aritz Médiation, Aritz, c'est du basque, puisque j'aime profondément le Pays basque. Et j'ai monté cette structure après avoir repris mes études et après avoir fait 2 diplômes universitaires à la Cato à Paris de médiation. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Puisque j'ai été en ressources humaines pendant une quinzaine d'années, et notamment 5 ans, j'étais DRH d'une PME d'un peu plus de 350 collaborateurs. Et un des volets à la fois où j'intervenais le plus, à la fois qui me plaisait le plus, et à la fois aussi, je pense, où j'étais pas trop mauvais, était un volet lié aux relations entre les gens, lié aussi aux relations entre les gens et l'entreprise, le rapport à l'entreprise, le rapport à son management, le rapport à ses collègues, sujet qu'on retrouve souvent, et comment ça s'accompagne. J'en ai accompagné comme beaucoup de RH en entreprise. Il s'avère que c'était un sujet, comme je vous l'ai dit, à la fois qui me plaisait et un sujet où j'arrivais à peu près à sentir ce qui pouvait se jouer dans la relation, ou en tout cas non pas le sentir, mais au travers de questionnements, au travers de questions ouvertes, au travers de reformulations, de comprendre un peu ce qui se jouait chez la personne ou chez les personnes et donc essayer d'orienter un peu. Il s'avère que parfois j'en ai fait des erreurs, puisque parfois, bien que ça soit la mission des RH en entreprise, on peut être engagé émotionnellement, on peut être engagé dans la relation avec les gens, il peut aussi avoir parfois des injonctions contradictoires. Quand on est des RH, clairement, on a aussi des contraintes d'entreprise à respecter. C'est notre job, donc c'était OK pour moi. Mais en tout cas, voilà, tout ça a fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Je vais vous donner un cadre de la médiation qui va être un peu un cadre légal et un peu un cadre de processus, mais qui est assez light. Mais voilà, dites-vous bien qu'on est dans un sujet humain. C'est-à-dire qu'un sujet humain, il n'y a pas besoin réellement de vrais diplômes. Il y a besoin de beaucoup de bon sens, de l'écoute, de la reformulation, donc l'écoute active, de la reformulation, savoir un peu cerner le verbal et le non-verbal, plutôt le non-verbal d'ailleurs, et vous mettez tout ça dans un checker et ça fonctionne. Donc oui, j'ai des diplômes de médiateur, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure c'était important pour moi de les avoir, mais plein de gens, même sans être RH, sont en mesure de le faire, et tant mieux parce que ça permet de développer cette approche et de la faire connaître. Et à titre personnel, j'ai 3 enfants et j'ai 40 ans. Alors, les objectifs pour cette réunion, c'est vous faire découvrir les grands principes de la médiation. Et en fonction du temps que vous avez, après, derrière, c'est parler un peu de la communication-médiation, savoir accueillir le conflit et transformer le conflit en opportunité. Alors, je sais que ça paraît toujours un peu surprenant, mais on peut tirer de belles choses du conflit. Et c'est un peu le principe de la médiation.
Alors, les grands principes de la médiation, bon, vous savez lire, hein, donc je vais pas vous le lire, mais comme vous aurez probablement accès à la présentation après, l'idée c'est que vous puissiez le retrouver. Dites-vous que c'est un processus volontaire. Vous avez un tiers qui intervient, qui n'est pas là pour solutionner le problème des gens, qui n'est pas là pour apporter une solution aux gens, qui est là pour les aider à dialoguer, les aider à mieux se comprendre. Donc on est cousin des coachs, on est cousin des arbitres, on est cousin des conciliateurs, et on se complète. Et puis certains sont tout à fait capables de faire un métier de l'autre. Là vraiment, à la différence du conciliateur et de l'arbitre, on ne dépend pas de la justice au sens contractuel du terme. On n'intervient pas en tranchant. C'est vraiment pas notre rôle de trancher, puisque dans la médiation, il faut que la solution soit mutuellement acceptable. Donc il y a quatre principes dans la médiation, qui sont les principes clés qui vont être le cadre. En réalité, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment d'autres cadres, sauf dans le cas de certaines médiations dont je vous parlerai après. Donc, on peut dire qu'une fois que je vous ai présenté ces quatre éléments clés, plus un peu de méthodo, vous serez un connaisseur, pas un fin connaisseur, mais un connaisseur. Alors, premièrement, c'est la liberté. Voilà, si un jour on vous propose de rentrer en médiation, ou si vous souhaitez vous-même rentrer en médiation directement, le principe c'est de liberté, c'est-à-dire que vous êtes libre d'accepter la médiation et vous êtes libre de l'arrêter à tout moment. Voilà, vous n'avez pas à rendre des comptes au médiateur ou à l'entreprise qui a missionné le médiateur, c'est vous qui avez la liberté de le faire. Donc, premièrement, ça c'est un point essentiel parce que ça veut dire qu'il faut que les autres parties, il faut que les médiateurs accepte que la médiation s'arrête. Alors, honnêtement, parfois c'est frustrant que la médiation s'arrête parce qu'on sent qu'il se passe vraiment des choses et que ça avance. Et puis aussi, ça peut être frustrant au nom de l'humour sur des aspects financiers. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et du coup, c'est une règle super importante parce qu'en réalité, ça inspire confiance pour les gens qui hésiteraient à rentrer en médiation. Donc, in fine, je pense que médiateur, on est complètement gagnant par rapport à ce point-là. Le deuxième point, c'est l'indépendance. L'indépendance, quand on parle d'indépendance, on parle d'indépendance du médiateur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il ne doit pas être en connexion à titre professionnel ou personnel avec les personnes qui seraient en médiation et éventuellement même en connaissant bien l'entreprise. Typiquement, il est hors de question que je fasse une médiation un jour dans l'entreprise où j'ai travaillé une dizaine d'années. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est gage de confiance, gage d'impartialité et ça permet d'inscrire un climat de confiance. Alors, j'ai utilisé le mot d'impartialité. C'est un mot qu'on nous apprend en cours, qu'on doit rabâcher. Objectivement, l'impartialité, je trouve que ça n'existe pas. Je m'engage à titre personnel. On a tous un ressenti, on a tous une perception, on a tous un avis. Voilà. Et donc, on en a tous. En revanche, là où l'impartialité va être importante, c'est d'être poker face et que, au travers de votre attitude, au travers de votre questionnement, au travers de votre reformulation, vous n'influenciez pas, malgré vous, le cours des choses. Et c'est là que l'impartialité, elle est hyper, hyper, hyper importante. Par et pour les médias, alors dans les cours, c'est écrit différemment ce point-là, mais je le trouve plus proche du terrain. C'est-à-dire que par et pour les médias, c'est les médias qui mènent la médiation. Nous, médiateurs, nous ne sommes qu'un facilitateur. On les aide à mieux se comprendre. Donc c'est leur médiation. Et pour les médias, ce que ça veut dire aussi, c'est que la solution, et c'est le dernier point, si ma mémoire est bonne, il faut qu'elle soit mutuellement acceptable. Mutuellement acceptable, ça veut dire que c'est pas un deal 50-50, mais il faut que les deux parties s'y retrouvent dans la manière dont s'est menée la médiation. Et le quatrième point, c'est absolument pas la solution mutuellement acceptable. C'est cette notion de confidentialité qui a son importance aussi. Alors, elle a pas énormément d'importance quand on est appelé par une entreprise pour aider deux personnes à se parler. En revanche, elle peut avoir, c'est bien aussi d'avoir la confidentialité, bien sûr, mais elle est très importante dans le cadre de médiation conflictuelle, de médiation, il peut y avoir des avocats, de médiation qui peuvent avoir lieu dans le cadre de discussions pour un départ. Ce que ça sous-entend, c'est qu'avec des chartes de confidentialité, tout ce qui est dit en médiation ne peut être reçu devant les tribunaux. Donc, si vous êtes en médiation et que derrière il y a une procédure, ou même si vous êtes en médiation durant une procédure,
À ce moment-là, c'est une bulle de confidentialité que la justice ne peut pas prendre en compte. Encore une fois, hein, l'idée, c'est de libérer la parole, de faire en sorte que les gens se sentent en confiance. Donc, voilà la médiation. Vous voyez, très récemment, j'ai une médiation que j'ai démarrée entre deux personnes qui étaient dans une relation très, très, très complexe, voire qualifiée de toxique pour l'un des deux. Je les ai rencontrés mutuellement de manière individuelle. Enfin, je les ai rencontrés de manière individuelle plutôt. Et très clairement, en ayant bien insisté comme il se doit sur la liberté, l'un des deux a souhaité ne pas continuer la médiation, non pas par rapport à moi, ou en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, mais surtout parce que il ne souhaitait pas se retrouver confronté avec cette personne. En fait, il l'a dit plus pour se protéger, ce que je peux tout à fait comprendre. Et dans ce cadre-là, bah, la médiation s'est arrêtée. Peut-être qu'ils me rappelleront, peut-être qu'ils me rappelleront jamais. En tout cas, c'est hyper important. Et c'est hyper important aussi dans cette notion de confidentialité, c'est-à-dire que le client m'a appelé pour savoir pourquoi. Moi, je ne peux pas dire pourquoi, je ne peux pas dire les échanges, le contenu des échanges. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le dirigeant, le RH, il accepte de confier les clés d'une relation sans avoir une visibilité sur ce qui se passe et sans pouvoir orienter la solution. Alors bien sûr, vous avez des directions qui nous donnent une tendance qu'ils pourraient souhaiter. On essaie de pas l'écouter, et puis si on l'écoute, on essaie de pas la prendre en considération. Et en général, on y arrive assez bien puisqu'on voit d'où ils viennent et pourquoi ils nous emmènent là. J'ai pas accès à la conversation. S'il y en a qui ont des questions, si vous souhaitez échanger, Johan, je te nomme responsable de me faire part des questions. Oui, Alors, bien sûr. Je pense que tu le vois dans le chat, Jean, en haut. ouais, mais comme Euh, mon écran est en grand, Ah oui, d'accord, pas de problème. voilà, Je ferai le relais, il n'y a pas de souci. je t'en suis gré. Les deux types de médiation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez ce qu'on appelle des médiations conventionnelles et des médiations judiciaires. Alors, les médiations judiciaires, qu'est-ce que c'est? C'est la justice qui va nommer un médiateur. Donc déjà, pour être médiateur judiciaire, il faut avoir deux diplômes universitaires. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les deux diplômes universitaires. Donc, vous montez un dossier pour être médiateur judiciaire. Et si votre dossier est validé, vous prêtez serment comme un avocat devant les tribunaux. Et à ce moment-là, vous êtes assermenté pour pouvoir mener des médiations. Donc là, c'est le juge qui va ordonner aux parties de tenter une médiation. Sur quels critères se base le juge? Il se base sur un critère qui est assez simple. Il a la perception, il a le ressenti que la réponse en droit ne serait pas forcément la réponse la plus appropriée et qu'on est sur un sujet plus relationnel. Et donc, bien sûr, dans une optique aussi de désengorger les tribunaux, mais il va proposer une réponse complémentaire à la réponse des tribunaux. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Et c'est le juge qui va tenter, au travers du médiateur, d'accompagner le sujet pour aboutir à un accord avec les avocats, mais qui soit issu de discussions où les gens ont pu faire part de leurs émotions, ont pu exprimer les souffrances qu'ils ont pu avoir en entreprise, pourquoi on en est arrivé à un prud'homme, pourquoi la relation s'est abîmée, qu'est-ce qui s'est joué. Très souvent, il y a une incompréhension des deux côtés, et le fait de pouvoir exprimer ces incompréhensions facilite énormément les choses. Je vais changer de place puisque j'ai mon voisin qui a la bonne idée de tronçonner juste à côté. Et je pense que vous avez fait un bruit qui n'est pas très agréable. Voilà, j'espère que c'est mieux pour vous. Donc ça, c'est la médiation judiciaire. C'est très très intéressant parce qu'on travaille de pair avec la justice. Et la justice, de plus en plus, prend conscience de l'intérêt de ce qu'on appelle les mares. Donc, c'est les modes amiables de règlement des différends, c'est-à-dire une option différente de la justice. La plupart des magistrats sont convaincus, pas encore tous, donc il y a un travail d'accompagnement là-dessus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans le cadre des médiations judiciaires. Et la deuxième type de médiation, c'est ce qu'on appelle la médiation conventionnelle, c'est celle que je pratique depuis 1 an et demi maintenant, où là, c'est une entreprise de droit privé qui va me missionner, ou les partenaires sociaux d'une entreprise qui vont me missionner pour accompagner un sujet relationnel. Ça peut être des avocats aussi qui me missionnent pour aider
leur client à échanger, pas toujours dans le cadre d'une procédure de départ. Là, vraiment, voilà, on est dans un contexte où la justice n'intervient pas, il peut y avoir un accord qui est signé à partir du moment où il y a des enjeux juridiques. À ce moment-là, c'est les avocats qui vont rédiger l'accord, puisque le médiateur n'est pas juriste, encore moins moi, puisque j'ai pas de formation juridique. Je vous dis ça puisque vous avez un certain nombre d'avocats qui sont médiateurs également. Alors, une médiation par rapport à euh, une procédure judiciaire, par rapport à une relation qui s'abîme, qui prend du temps, qui va faire perdre de l'argent à l'entreprise, vous avez un certain nombre d'avantages qui en découlent. Quand vous vous lancez dans une procédure, notamment une procédure prud'homale, vous êtes bon pour 3-4 ans de procédure. Les prud'hommes, probablement l'appel derrière. Donc vous avez pendant 3-4 ans en tête votre dossier, que ce soit côté employeur, que ce soit côté employé. Vous avez des frais d'avocat qui reviennent de temps en temps, et il y a un risque quand même d'avoir une décision soit qui est en votre défaveur, ça dépend pour qui, mais qui puisse aussi ne pas répondre à vos attentes réelles. Vos attentes réelles, elles pourraient être le fait d'être reconnu, le fait d'avoir pu exprimer les besoins qui n'ont pas été respectés pendant votre expérience professionnelle, exprimer ce qui fait que vous en voulez, entre guillemets, à votre entreprise ou inversement. Et donc là, très clairement, cet espace de dialogue va permettre d'apporter une réponse complémentaire. Et puis même quand vous êtes en entreprise, euh, le ROI est parfois un peu plus difficile à calculer, mais je peux vous dire que la première médiation que j'ai faite, donc qui était compliqué pour moi, hein, puisque le syndrome de l'imposteur, il peut arriver à tout le monde. Il m'est arrivé quand je me suis lancé. C'était 3 personnes d'une équipe comptable qui ne se parlaient plus depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien en commun sur les process, sur les outils, sur la manière de travailler, avec de l'arrêt maladie régulièrement, dans les 3, avec une personne en full télétravail, puisqu'elle ne pouvait pas voir les autres. Voilà, le coût pour l'entreprise était colossal. On était sur un conflit larvé qui n'avait pas été traité depuis une dizaine d'années. Je peux vous dire que ça devait coûter très cher, que l'issue de la médiation a été le départ d'une des 3, un départ apaisé, puisque les choses avaient pu être dites. Et avec un peu de réorganisation, la troisième personne n'a pas été remplacée. Donc l'entreprise a pu avoir un meilleur service rendu avec des coûts moins importants et surtout avec 3 personnes plus épanouies, 2 en interne et une en externe. Donc vous voyez, c'est très intéressant aussi pour ce genre de cas de figure, la médiation. Alors bien sûr, ça n'engendre pas toujours un départ, hein. L'issue n'est pas toujours ça. En revanche, l'issue, comme vous l'avez compris, elle appartient aux personnes en médiation et je n'ai pas à recevoir d'injonction de la part du donneur d'ordre. Donc, c'est rapide et c'est flexible, hein. Que vous soyez dans le cadre d'une entreprise ou dans un cadre judiciaire, nous, médiateurs, on doit être disponible en 3-4 jours pour rencontrer les parties et se lancer. C'est rapide et c'est flexible. À moi d'être dispo pour vous rencontrer rapidement et de m'adapter aux contraintes des personnes qui rentrent en médiation. Par rapport au temps judiciaire, forcément, on a, si j'ose dire, l'avantage, la justice est débordée, la justice est plein de personnes de bonne volonté, pas forcément suffisamment, pas forcément avec des process qui leur permettent d'aller vite. Et donc, du coup, on offre cette réponse. Très clairement, même si les entreprises ont du mal à se projeter, une médiation qui aboutit sur un accord plutôt rapidement, une médiation qui aboutit sur une meilleure compréhension de la relation entre une personne ou plusieurs personnes dans une entreprise. Très clairement, l'investissement de la médiation versus tout le temps perdu, l'énergie perdue et les sous qui sont perdus derrière, c'est un calcul qui est sans appel. Cette notion de confidentialité dont je vous ai parlé, qui est aussi essentielle, par rapport à cette notion de pouvoir laisser la possibilité aux gens de s'exprimer. Pourquoi elle peut être importante, notamment quand on a des sujets qui sont proches du harcèlement. Alors, très clairement, la médiation n'est pas un bon outil à partir du moment où il y a harcèlement avéré au sens juridique du terme. C'est à ce moment-là
d'autres outils qui existent et qui sont très bien. Pourquoi? Parce que faire rencontrer dans une même pièce une personne qui est profondément en souffrance par rapport à une autre sur un harcèlement avéré, ça va pas forcément arranger les choses. Voilà. Donc on n'intervient pas. En revanche, dans une enquête qui n'aboutit pas sur un harcèlement au sens juridique du terme, ça ne veut pas dire que la personne ne le ressent pas comme tel. Ça ne veut pas dire que la personne est en souffrance par rapport à sa relation, à son entreprise, à la personne avec qui ça a été complexe. Et on va pas les remettre dans une même salle le lendemain de l'enquête qui aboutit sur quelque chose de négatif. C'est hyper compliqué. Et là, la médiation peut prendre tout son sens. Et là, la confidentialité est très importante pour que la parole puisse se libérer. Et je peux vous dire que je suis appelé parfois par des avocats dans le cadre de négociations de départ où il y a une dimension de harcèlement. Et à partir du moment où je suis en phase sur le fait que c'est pas du harcèlement au sens juridique du terme, j'accompagne les avocats pour que les personnes se parlent, se disent les choses, dépassionnent le débat pour qu'après les avocats puissent trouver des accords. Et on l'a déjà dit, une solution qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout le monde doit sortir satisfait de cette relation, de cette médiation. Ça veut dire que la relation qu'ils ont entre eux, elle peut se restaurer, elle peut rester professionnelle, elle peut se séparer, et il peut se passer plein d'autres choses. Et c'est la solution des parties. Et comme je vous l'ai dit, le processus est volontaire et il est équitable. Alors, ça, je vais passer rapidement parce que le slide, il est un peu sopo. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je vais arrêter le partage pour ce slide. Ça sera plus agréable de vous voir. Voilà. Alors, il ne faut pas que je raccroche. Oui, arrêter le partage, c'est écrit en énorme. Concrètement, il y a plusieurs manières de mener une médiation en termes d'organisation. À nous, médiateurs, d'être adaptables. Dans les grandes lignes, comment ça fonctionne? Premièrement, il y a ce qu'on appelle une réunion d'information, que ce soit dans un cadre juridique ou pas. La réunion d'information permet aux parties, aux gens qui vont être concernés par la médiation, de d'être informés du déroulé de la médiation, du cadre juridique, des attentes qu'on va avoir par rapport à eux, de la liberté qu'ils ont dans cette médiation, tout ce que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, ils sont en connaissance de cause sur l'acceptation ou non de la médiation. Pourquoi cette médiation, elle est essentielle? Dans le cadre de médiation judiciaire, elle est obligatoire, puisque c'est après cette réunion que les parties et leurs conseils peuvent dire on rentre en médiation ou alors on refuse la médiation. Et donc, comme vous avez compris, l'injonction du juge, elle est de rencontrer un médiateur. Dans le cadre d'une médiation interne en entreprise, interpersonnelle, elle est aussi hyper importante dans le sens où vous avez très souvent un donneur d'ordre qui va être la direction des ressources humaines ou autre. Et il faut bien s'assurer que les parties aient compris ce qui va se passer dans le cadre de cette médiation et avoir un discours complémentaire à celui du donneur d'ordre pour être sûr que les personnes aient bien compris cette notion de liberté, etc. Maintenant, il y a une réalité très claire, hein. Si votre entreprise vous demande d'aller en médiation, c'est un peu difficile de refuser. Légalement, vous avez tout à fait le droit. Mais voilà, cette notion de liberté, elle est toute relative et c'est pour ça qu'elle est importante à prendre en compte. Donc, une fois que cette réunion a lieu, si les parties sont OK, je vais rencontrer chaque personne de manière individuelle, chaque personne qui est OK pour rentrer en médiation. Donc, si c'est dans le cadre avocat, bah, je peux rencontrer la personne avec son conseil ou sans son conseil. Les deux me conviennent. Et ça me permet, au travers de ce que va me raconter cette personne, de comprendre son histoire, de comprendre ce qu'elle a vécu en entreprise, avec son prisme, avec ses biais, avec sa perception, avec ses émotions, avec ses besoins. En fait, on est vraiment concentré sur la personne et l'idée, c'est de lire les mots MAUX au-delà des mots MOTS. D'où l'importance de la reformulation, etc. Et donc, en fait, on va non pas avoir la prétention de connaître la personne, non pas la prétention d'avoir cerné la personne. C'est pas notre job, on n'est pas du tout des psychologues, mais ça va nous permettre de comprendre ce qui se joue dans la relation et ce qui va affecter une personne. Et on fait la même chose de l'autre côté, et très souvent, on a la même histoire de la relation avec des prismes différents.
Et c'est là qu'on comprend un peu ce qui se joue. Derrière, on organise une réunion qu'on appelle plénière. Alors le terme est un peu pompeux. Bon, c'est une réunion avec les parties. L'entretien individuel et la plénière se font toujours en dehors des locaux de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est chargé d'histoire, parce qu'une entreprise peut avoir des oreilles qui traînent, etc. Et donc, ça se fait à l'extérieur pour que les gens se sentent bien dans la médiation. Et donc là, dans cette réunion plénière, c'est en général en 3 étapes. Première étape, les gens vont, entre guillemets, vider leur sac. Alors ça peut être très soft, hein, vider son sac, c'est pas forcément extrême. En tout cas, exprimer les difficultés, exprimer les désaccords, exprimer les perceptions, les ressentis. Et les personnes vont se dire les choses, en réalité, comme elles se les disent depuis un certain temps, depuis que leur relation est abîmée. Et l'objectif du médiateur va être de reformuler ce qui est exprimé par chacun pour lui renvoyer, est-ce que vous avez bien voulu dire ça? Parce qu'entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, il peut y avoir une différence, encore plus quand on est dans l'émotion. Et en général, dans les plénières, il y a beaucoup d'émotions. Et donc la personne peut rectifier si elle n'a pas verbalisé ce qu'elle pensait. Et de la même manière, le récepteur, il peut pas réagir à chaud, puisque moi je reformule entre les deux. Alors, pas toujours, hein, parce que parfois ça va vite et puis il n'y a pas besoin de reformuler. Et donc, il réagit pas à chaud, et en ayant reformulé, il va comprendre que l'expression, que le souhait de ce qui devait être exprimé est différent de, ce qui a été verbalisé et aussi parfois de ce qui a été entendu. Et c'est là où les choses commencent. Donc, on aide petit à petit les gens à comprendre ce qui se joue chez l'un et chez l'autre. Si on s'en sort pas trop mal, et en général on s'en sort pas trop mal de cette première étape, chacun va pouvoir exprimer comment ils ont vécu en termes d'émotion cette relation et quels étaient les besoins qui n'étaient pas respectés pour eux et qui ont abîmé la relation. Et donc au travers de l'expression de ces besoins, qui vont être aussi reformulés, on peut commencer à comprendre un peu ce qui s'est joué chez chacun dans le fait que la relation est abîmée, soit abîmée, parce que les besoins que nous avons ne sont pas les mêmes. Et les traits de caractère, de personnalité que nous avons ne sont pas forcément les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les sujets de driver, de PCM, de MBTI ou autre, ou de disque. Il y a plein de choses qui existent qui sont très très bien. Très clairement, on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui a un driver soit fort que quelqu'un qui a un driver fait plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'adapter à l'autre, très important, mais en tout cas, on ne doit pas changer l'autre, mais on doit euh, essayer de comprendre le registre de la personne pour envoyer de manière un peu différente ce qu'on envoie comme message pour adapter. Et à partir du moment où on comprend un peu mieux les besoins de l'autre, à ce moment-là, on va commencer à être orienté solution. Et donc, les médias vont définir, travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à notre relation. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour continuer à travailler ensemble, pour mieux communiquer, mieux se comprendre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme garde-fou pour éviter que notre relation s'abîme. Comment on peut se séparer si on souhaite se séparer. Et encore une fois, comme exprimé, c'est les médias qui choisissent de mener la médiation. En général, il y a 2 réunions plénières, parce que la première se joue beaucoup sur les faits et sur les besoins. Et de toute manière, en général, les parties ont envie d'arrêter après ça, parce que c'est fort en émotion, c'est fatigant. C'est aussi fatigant pour le médiateur. Et voilà, les personnes peuvent gamberger sur ce qui s'est dit entre les 2 plénières, parfois en y pensant, parfois en n'y pensant pas, et puis il y a un petit bonhomme de chemin qui se fait dans leur tête, et on arrive sur qu'est-ce qu'on fait de la relation en deuxième plénière. Il n'y a pas de règle, il peut y en avoir qu'une, il peut y en avoir 4, ça c'est vraiment très très aléatoire. Donc voilà le processus de la médiation, comment il s'opère. Vous voyez, hein, donc en final, c'est 10-15 heures d'échange. Nous, on essaie de faire une médiation en moins de 3 mois pour que ça aille vite et que le sujet puisse avancer. Très clairement, parfois, on n'arrive pas à faire en moins de 3 mois, mais très souvent, c'est des sujets de disponibilité, surtout quand il y a plusieurs parties, quand il y a des conseils, etc.
Et on considère que au bout allez, 10-15 heures, même s'il n'y a pas de règle, hein, ça peut être plus, soit on a un parti qui ne joue vraiment pas le jeu, et à ce moment-là, le médiateur peut décider d'arrêter la médiation. Et on peut avoir, c'est assez rare, mais des situations où en réalité le processus de médiation ne peut pas fonctionner, puisqu'on a une personne qui va avoir une pathologie mentale. Et donc, clairement, à ce moment-là, la médiation n'est pas le bon outil. Il y a d'autres outils plutôt médicaux qui vont être très chouettes. Mais en tout cas, la médiation n'est pas le bon outil. Donc voilà, sur le processus de la médiation. Je vais vous repartager le document avec simplement, alors je ne vais pas vous présenter tous les slides, puisqu'encore une fois, c'est pas l'objectif, mais simplement deux, trois petits schémas qui vous permettent de comprendre de quoi nous parlons et de pouvoir après vous laisser une possibilité de question. Donc clairement, hein, je vous ai mis, je vais pas vous les lire, mais les typologies de sujets sur lesquels on intervient en médiation. Voilà, il y a des sujets de relations hiérarchiques, des problèmes organisationnels, des problèmes avec les partenaires sociaux, les conflits entre associés, tout ce qui va être lié au départ. Alors, un schéma, vous allez voir, il n'est pas très beau ce schéma, mais je le trouve très explicite sur les sujets qu'il y a dans la relation interpersonnelle et comment on en arrive à des situations complexes. C'est ce qu'on appelle la déperdition de l'information. Je veux dire quelque chose. Assez souvent, ce que l'on va réellement exprimer est différent de ce qu'on pense. Derrière, la personne qui reçoit, elle aussi va entendre différemment. Elle aussi va écouter et comprendre différemment. Et donc, vous voyez, on voit la déperdition d'informations. Et c'est un très bon terreau pour engendrer des situations conflictuelles. Et ça, c'est valable en entreprise, c'est valable en famille, c'est valable en couple. D'où l'importance de reformuler. D'où l'importance de ne pas s'embarquer tout de suite en cherchant à comprendre ce que l'autre a voulu dire. Je vous dis ça, je le fais pour autrui en médiation. Voilà, maintenant, c'est pas magique ce que je vous présente. Sachez qu'il m'arrive très souvent à la maison de ne pas du tout réussir à appliquer ça, que ce soit avec ma femme ou que ce soit avec mes enfants. Dans les autres sujets que je voulais vous présenter, donc encore une fois, je vous enverrai les éléments, euh, mais quelque chose qui est très intéressant, je trouve, pour bien comprendre les choses, c'est la part du non-verbal. En médiation, on travaille beaucoup la part du non-verbal, ne serait-ce que parce que vous avez une étude, pardon, qui dit que le non-verbal correspond à 93% de la relation. Vous voyez, en réalité, ce qu'on se dit, c'est 7%. Et donc, en travaillant sur le langage du corps, en travaillant sur l'intonation de la voix, etc., ça va nous donner des indicateurs sur ce qu'à ce moment-là la personne peut penser, peut percevoir, peut recevoir, ce qu'elle veut exprimer. Alors, c'est pas une science exacte. Les chiffres que je vous donne, ils ont beau venir d'une étude, ils s'appliquent différemment d'une personne à l'autre et d'une relation à l'autre. Mais en tout cas, c'est un indicateur très intéressant pour voir que la relation se joue aussi dans ces sujets-là. Et c'est pour ça que le télétravail a énormément d'avantages, mais le télétravail a une influence néfaste sur les relations en entreprise. On peut très bien faire des points en Teams, s'échanger sur plein de sujets, etc. Mais quand on échange sur la relation qu'on a avec son équipe, avec son manager ou autre, quand on est vraiment sur des sujets humains, le télétravail a vraiment, vraiment, vraiment ses limites et peut laisser place à l'interprétation. Et j'ai retiré le dernier slide. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez aussi que le conflit peut avoir quelque chose de positif. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer dans le côté positif. Il peut aussi parfois aider à exprimer certaines choses sous-jacentes qui ne sont pas verbalisées. Ça peut aider à trouver des solutions pour fonctionner aussi différemment. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se renouvelle? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos process? Comment on peut mieux comprendre le fonctionnement de l'autre, encore une fois, sans s'adapter à lui, sans chercher à le changer, parce qu'on ne change pas les gens, mais en tout cas, d'ajuster dans la relation la capacité à formuler. Et ça, c'est des choses qui sont positives. Et j'ai une bonne partie des médiations interpersonnelles en entreprise sur des sujets
de relations conflictuelles ou rompues, mais sans forcément besoin de dimension juridique, où ils sont arrivés à définir ensemble un mode de fonctionnement pour éviter que ça se reproduise. Ça passe notamment par pas de vidéo pour certains sujets, pas de vidéo pour certaines réunions, etc., etc. Et encore une fois, c'est les parties qui trouvent les solutions, et c'est là que c'est passionnant. Je vais de nouveau retirer la présentation, et donc on est bon dans le timing. Euh, L'idée, c'est de pouvoir, si vous le souhaitez, répondre à vos questions, vous donner des éléments complémentaires sur la médiation. Bref, ce dont vous avez besoin dans le cadre de cette petite formation. Ouais, moi j'ai une question, Jean, merci. J'ai compris le principe de liberté dont tu as parlé au début. Néanmoins, si je me place côté management, côté direction, que je fais appel à un médiateur pour résoudre un conflit, soit entre deux collaborateurs, soit qui me concerne moi directement, euh, j'imagine qu'il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre pour rentrer dans le cadre de la médiation. Est-ce que tu obtiens des résultats quand même dans ce cadre-là, s'il y en a un qui est moins ou pas d'accord pour rentrer dedans? Est-ce qu'il faut forcer un petit peu si jamais on a des résistances ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Enfin, je sais pas, quelles sont tes recommandations dans ce cas-là? Parce que deux associés qui s'entendent pas, j'imagine qu'ils vont naturellement aller vers ce biais-là, enfin cette solution-là, mais quand c'est dans le cadre d'équipes plus importantes, c'est pas forcément un choix. Alors, merci. Premièrement, pour les associés, souvent, ils font d'abord appel à leur avocat, et certains avocats vont leur conseiller une médiation, parce qu'encore une fois, le réflexe de la médiation, il est pas établi en France. Faut pas forcer. Voilà. Si la personne ne veut pas entrer en médiation, je vais faire en sorte quand même de rencontrer la personne. Un, pour mieux comprendre les leviers qui font qu'elle ne veut pas rentrer en médiation, et en réalité de comprendre ses freins et voir si je suis en capacité de l'accompagner dans ses freins. Si je pense que je suis en capacité, donc in fine que la personne elle-même est en capacité, à ce moment-là, je vais essayer de lui donner envie de venir en médiation. Si elle veut pas, j'insiste pas. Parce que dans ces cas-là, le processus est compliqué. Parfois, les gens qui veulent pas rentrer en médiation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une manière aussi de se protéger. Et on doit respecter ça. Et on n'est pas nombreux, les médiateurs, aujourd'hui encore. Et donc, si on commence à forcer les choses, pardon, euh, les retours seront pas bons. Et si on veut être recommandé, si on veut développer notre activité, il faut que les retours soient bons. Et donc, il faut bien respecter le processus. Excuse-moi, j'ai une autre question qui découle aussi de ça, plus du vécu personnel. Euh, quand on est sur un point où les protagonistes, les personnes ne veulent plus se rencontrer, ou se voir physiquement, ou se parler directement, est-ce que la médiation est tout de même envisageable? Bah, une partie de la réponse est dans la capacité du médiateur à essayer de comprendre ce qui se joue chez l'un et chez l'autre. J'ai parfois beaucoup de mal en médiation à réunir les gens dans la même pièce, en effet. J'ai même eu une médiation où les gens refusaient de faire la réunion d'information en vidéo ensemble. Voilà, donc c'est un point qui est parfois complexe. De toute manière, si au bout d'un moment, j'arrive pas à les réunir, j'arrête, hein. Je respecte le fait qu'ils ne veuillent pas se réunir, mais ça sert à rien de forcer le destin. Et puis, je peux parfois quand même être aidé, hein, par l'entreprise qui va les pousser, je sais pas si c'est le bon terme, mais les inciter à faire la médiation. Et ça peut être un levier pour moi pour après essayer de leur donner envie d'aller en médiation. J'ai peut-être utilisé le terme de convaincre tout à l'heure, c'est pas un bon terme. Leur donner envie d'aller en médiation. Maintenant, si c'est bloqué à 100%, de la même manière, on peut pas forcer le destin. Et puis, il existe d'autres moyens. Ça peut être un avocat, ça peut être un coach, ça peut être une transaction sans avocat. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais non, c'est compliqué de forcer la médiation. Avec plaisir. Magali, Gaëtan, Sébastien, des remarques, des questions, des doutes, des interrogations, des désaccords? Salut Jean, d'après toi, est-ce qu'il faut un certain diplôme pour avoir médiateur ou conciliateur, selon toi? Alors,
Bah, pour être médiateur judiciaire, oui, c'est le cadre légal. Après, tu prends beaucoup de bon sens, de l'écoute, de la reformulation, de l'empathie, de l'assertivité. Tu mets tout ça dans un checker et tu peux faire de la médiation. Merci Gaëtan pour votre petit commentaire. Donc voilà, je te dis, les RH qui ont ces capacités-là, et il y en a plein, sont en capacité de mener des médiations et la plupart des conflits peuvent être gérés à 80% par les RH. Maintenant, parfois, ils ont besoin de faire appel à l'externe pour avoir quelqu'un qui prend de la hauteur. Ouais, parce qu'en même temps, si je prends dans mon cas, où j'ai fait des études d'entrepreneuriat, donc pour être dirigeant, on a quand même une partie, un côté comme humain, on peut quand même peut-être sur d'autres sociétés peut-être être acteur de conciliation peut-être. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de sujet de diplôme de départ. Il n'y a pas de. Voilà, tu peux le faire en complément de ce que tu peux faire aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment assez ouvert. Donc, tout le monde est en capacité de. Magali, est-ce que peut-être vous, de votre côté, des remarques, des questions? Alors, je dis tu à certains, je dis vous à d'autres. Voilà, c'est la simplicité ou pas. Euh, Bonjour Non, j'ai Magali. pas spécialement de remarques. Et alors en plus, je suis désolée, j'ai manqué le début de la présentation. C'est pas Mais grave. j'ai trouvé que c'était très clair sur. C'est vrai que les schémas sur la communication, c'est vrai qu'il y a plein de plein d'occasions et d'opportunités de ne pas se comprendre. Et c'est vrai que faire appel à la médiation, alors j'allais demander, mais vous y avez répondu, sur les RH qui ont peut-être des techniques de médiation et qui interviennent en interne. À quel moment on fait en interne, on gère en interne et à quel moment on bascule à l'externe. Mais c'est quand on sent qu'on atteint nos limites, c'est ça en tant que RH? Alors, oui, c'est quand on sent qu'on atteint ses limites. Et c'est aussi parfois quand on voit qu'on a merdé parce que on n'a pas suffisamment de recul, parce qu'on n'a pas eu la bonne posture, parce qu'on a eu un parti pris, parce qu'on n'a pas bien géré une injonction contradictoire. En tant qu'RH, on a des objectifs, hein, des directions, et on peut ne pas être en phase avec ces objectifs, et on peut du coup nuire au processus. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut, au travers d'erreurs, enfin, c'est comme ça que moi je m'en suis Mmh. rendu compte, au travers d'erreurs, de me rendre compte que c'était pas forcément la bonne personne. Et sans faire aucune publicité, mais dans les rendez-vous que je fais en termes de personnes que je rencontre ou autres, la question qui revient assez souvent, c'est est-ce que vous avez mis en place des formations pour outiller les RH? Sincèrement, j'avais pas prévu de faire ça au début. Et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que voilà, pour les RH dans la pièce, c'est un métier humainement lourd. On prend des singes sur l'épaule. Parfois, on a du mal à les redonner à autrui. On est assez souvent des gens engagés humainement. Et donc, d'avoir des outils aussi soi-même pour prendre du recul, pas présupposer qu'on est attaqué ou agressé par une personne sans que les mots enfin, les mots sont trop forts, mais voilà. Et c'est un très bon moyen de mieux gérer les relations en tant qu'RH avec des outils et en rajoutant tout le bon sens dont j'ai parlé tout à l'heure. Très bien, merci. Ben avec plaisir. Vous pouvez joindre Johan ou Clara ou moi si vous avez des questions complémentaires, si vous souhaitez échanger. C'est un plaisir d'animer ce genre de réunion. On n'est pas très nombreux, mais je suis convaincu que mener ce genre de petites réunions, de moyennes réunions, de grandes réunions aux personnes travaillant en entreprise est un très bon moyen d'évangéliser et de faire connaître la médiation. On sème des petites graines, voilà, et j'espère que dans quelques années, la médiation sera tellement en prévention qu'on n'aura plus besoin d'être dans les médiations au moment où c'est très complexe. Merci beaucoup, Jean. Merci Merci beaucoup. Merci Popmood, à tous. merci Gaëtan, Sébastien et Magali, puis je vous souhaite une bonne journée à chacun. Bonne Bah, journée. merci Merci. beaucoup et C'est bonne bien. Alors, journée. merci, au revoir.